Écho, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes, aujourd'hui à Cognac, au cœur de Cognac, mais de l'autre côté de la Charente, celle où on ne va pas forcément d'emblée, pour rencontrer quelqu'un avec qui j'ai fait connaissance il y a quelque temps, notamment pour la présentation du projet du nouveau BNIC, Bureau National Interprofessionnel du Cognac, car vous savez que la première pierre du nouveau bâtiment sur les quais de la Charente sera posée sans doute à l'automne prochain. Donc dans ce cadre-là, nous sommes venus dans un bar qui s'appelle le Luciole et qui est place Solençon à Cognac, de l'autre côté du pont. Quand on va vers Royan, avant on y passait, avant que la voie de déviation soit construite. Je parle pour les plus anciens évidemment. Et là, de ce côté-là, en face de chez Hennessy, de la porte du château François Ier, maison Otard aujourd'hui, eh bien se trouve une place, la place du Solençon. Et sur cette place, dans sans doute d'anciens chais, mais à un autre endroit, eh bien se trouve le bar de Guillaume Le Dronner et qui nous reçoit aujourd'hui. Guillaume, bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va. Alors, j'ai presque raconté toute l'histoire, mais vous allez nous la dire à votre façon. Comment êtes-vous arrivé là, puisque ce nom n'est pas typiquement charentais? Le Dronner ? Non, c'est breton. Breton à l'origine. Moi, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis ici. Mais j'ai vécu la plupart de ma carrière et de ma vie d'adulte à Londres. Vous êtes encore très jeune, votre carrière, il y en a encore un bout derrière vous. Oui, après ça fait quand même 18 ans que je fais ça, que je fais ce métier, donc j'ai commencé assez jeune aussi, donc ça commence à faire un peu, ouais. Bon, alors éventuellement aussi pour les jeunes qui nous écoutent, c'est quoi votre carrière? Et puis alors comment un Breton atterrit de l'autre côté de la Charente, place du Solençon? Alors la carrière, c'est le cocktail, hein, tout simplement. En fait, moi j'ai commencé en Angleterre, je ne parlais pas la langue quand je suis arrivé. L'idée c'est d'apprendre l'anglais, de retourner étudier. J'ai censé rester 9 mois, je suis resté 10 ans. Et j'ai commencé à bosser dans les restaurants, à la plonge, parce que je ne connaissais pas la langue. Et petit à petit, j'ai découvert un truc qui me plaisait vraiment, c'était le cocktail. Et j'en suis devenu passionné, et puis j'en ai fait mon métier. Alors, de cette passion, on va avancer vers chez vous maintenant, jusqu'ici à Cognac. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord aussi pour que vous arriviez jusqu'à Cognac, depuis la Bretagne en passant par l'Angleterre. Alors, j'étais à Londres dans un bar qui s'appelait 69 Colebrook Row, qui était un bar qui est toujours assez connu, qui était à l'époque dans le 50 World Best, c'est la liste des 50 meilleurs bars au monde. Et j'étais le manager de ce bar pendant 6-7 ans. Et est venu le temps où je voulais rentrer en France, tout simplement, retourner plus près de ma famille. Et puis j'en parle à mon patron de l'époque et il revient vers moi et il me dit écoute, moi j'ai un projet d'ouvrir un bar à cocktail avec Luc, que je connaissais aussi, et c'était un de nos fournisseurs. Qui est du coin, et l'idée c'est fait comme ça. Il m'a dit si tu veux on peut faire ça tous les trois, et puis ça m'a permis moi de rentrer en France avec un vrai projet professionnel, et puis Luciole était parti, quoi. D'accord. Alors, juste avant de revenir en Charente, j'aimerais, puisque vous en avez parlé, voir pour vous comment ça s'est passé, comment passe-t-on, pour ceux aussi qui nous écoutent, et puis ceux qui pourraient peut-être des fois avoir envie de faire comme vous, et qui ne connaissent pas la langue anglaise, qui se retrouvent à la plonge, comment passe-t-on de la plonge au bar un des plus importants de Londres, et comment est-ce qu'on s'y fait, etc. Ça a pris du temps, hein, mais on commence à la plonge, on nettoie des assiettes, on essuie des assiettes, et puis un jour dans le restaurant, il a fallu trouver quelqu'un pour essuyer les verres. Moi j'ai dit ok, faisons ça, le temps de dépanner, et puis en essuyant les verres j'ai fini par tranquillement commencer à faire des verres et à faire des cocktails dans le même restaurant. Je suis passé à la plonge, faire les verres au bar, barman et chef barman en l'espace de 2 ans, quelque chose comme ça. Et puis après j'ai évolué, j'ai eu la chance de bosser avec des gens qui étaient très professionnels et très bons, et ça s'est fait comme ça, en travaillant tout simplement, quoi. Le petit Frenchie, et vous avez changé de boîte pendant que vous étiez là-bas? Oui, bien sûr, j'ai changé quelques fois de boîte. Quand 69, pour en parler, c'était un des meilleurs bars au monde, quoi. Il y avait un bar à Londres où je voulais vraiment travailler, c'était celui-là. Et j'ai eu la chance d'avoir ma chance pour travailler là-bas, et je l'ai prise, et puis voilà. Alors quand on dit j'avais très envie de travailler là-bas, qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie de travailler là-bas? Enfin, si on prend par le menu, par le détail, la déco,
l'ambiance, les clients, les produits? Comment ça se passe? C'est un bar c'est un des premiers bars qui faisait des ingrédients maison. Autant beaucoup de bars le font maintenant. À l'époque, c'était assez rare. Ils faisaient leur propre liqueur, leur propre spiritueux. Ils avaient une petite unité de distillation qui s'appelle des rotovap. C'est les premiers à les avoir dans le bar. Et il y avait en fait toute cette recherche dans le goût, dans les saveurs qui était vachement intéressante et qui, moi, me passionnait et me passionne toujours. Et c'est vraiment ça qui a fait que je voulais vraiment travailler là, quoi. Et vous aviez une formation au départ avant d'aller en Angleterre, ou c'était une idée comme ça qui vous a pris? Non, j'avais pas de formation particulière, juste le travail, la lecture. Ça paraît loin, mais à l'époque, je me rappelle, pour aller sur Internet, il fallait aller dans un coffee shop, payer une livre, et puis tu avais 1 heure d'Internet pour aller. Et donc, c'était les gens avec qui on travaillait. J'ai eu la chance de bosser avec des gens qui étaient très très bons, poser plein de questions, acheter des livres, bouquiner, travailler, étudier, quoi. Alors on l'a compris, ça y est, on a tout le cheminement de Guillaume là. Hein. Et il arrive, il rencontre donc des gens, notamment cet ami qui dit tiens voilà, moi j'aimerais bien ouvrir un bar en France, et notamment en Charente. Et puis il y a Luc là dont vous me parliez qui est la personne qui habite sur la région, le local de l'étape. J'étais en train de chercher, le mot. Et alors vous débarquez ici tous les trois et vous découvrez cet endroit qui, vous me le disiez en préparant l'émission, est sans doute un ancien chez qui était d'abord, quand vous êtes venu, un garage pour réparer les voitures. Mais un garage qui était abandonné depuis 15 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Donc il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait vraiment rien à faire. Alors le fait qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, il n'y avait rien du tout. Alors on va le décrire pour nos auditeurs. De l'époque? Oui, non, décrire le bâtiment et puis comment c'était quand vous êtes arrivé. Alors c'est une grande bâtisse qui date apparemment de milieu 19e, fin 19e apparemment. Quand on est rentré, il n'y avait rien du tout, quoi. Il y avait beaucoup de poussière un peu partout et pas grand-chose, quoi. Ce qui est cool par rapport à ça, c'est qu'en fait, on a pu faire ce qu'on voulait aussi, quoi. On n'était pas embêté par les arrivées d'eau, il n'y en avait pas. Donc on pouvait mettre un peu tout ce qu'on voulait. D'accord. Non, mais on imagine, c'est un chai, donc un bâtiment en forme toit en pierre triangulaire, enfin la façade triangulaire avec un oculus tout à fait en haut, une grande porte arrondie qui fait une grande baie vitrée jusqu'en bas. Vous avez rajouté une coursive, on dirait un balcon, et puis la porte qui était celle du chai, et ensuite sûrement le garage, assez large, comme une porte de grange, et 2 petites portes de chaque côté, dont une au numéro 14, où vous rentrez aujourd'hui. Et là, vous découvrez cet endroit où il n'y a rien. C'est ça, exactement, il n'y a rien, mais c'est un super bâtiment avec un sacré cachet et avec beaucoup de possibilités d'évolution. Donc, voilà. De la place, un parking et aujourd'hui une terrasse en bois devant cette grande porte. C'est ça, exactement. On a rajouté la terrasse. On a aussi une terrasse sur la place devant, carrément, à l'ombre des arbres, quand il fait beau. Et c'est un cadre plutôt sympa, près de la Charente. C'est un quartier qui gagne en dynamisme à travers les années. Et c'est plutôt une bonne chose. Et c'est un quartier très sympa parce qu'on est loin des voitures, on est proche de la Charente. C'est vraiment cool. Oui, c'est un quartier à découvrir. Donc, style un peu industriel. Vous avez voulu ça comme ça. Et pourquoi Luciole ? Alors Luciole, on aimait bien un petit peu l'imagerie qu'il y avait derrière, le fait que ça brille dans la nuit. C'est un insecte, il y a le côté un peu repoussant et attirant de la lumière, mais le fait que ça brille dans la nuit principalement. Et aussi, quand on a fait le design intérieur, il y avait un gros travail sur la matière. On a essayé de travailler les matières qui sont utilisées dans le cognac, à savoir le bois, le cuivre et des choses comme ça. Et le fait que Luciole, ça rappelle tout de suite la forêt. Donc il y a ce rapport au bois aussi qu'on voulait mettre en place. Et c'est un mot qui se prononce très facilement et facilement... on s'en souvient bien. Bien. Alors vous disiez le côté un peu repoussant. Alors moi je sais que je dois dire dans l'émission, ce que je ne fais pas souvent, malheureusement j'en bats ma coulpe, que l'abus d'alcool est dangereux, évidemment. Donc maintenant on rentre dans cet endroit. C'est vaste, c'est grand, c'est peint en noir comme le fond de scène d'un théâtre, pour ceux qui veulent imaginer un peu. Ça veut dire que ça rend l'endroit propice au spectacle, à la démonstration, mais aussi un côté intimiste, et puis beaucoup de pierres apparentes et de l'acier pour donner le côté un peu industriel. C'est ça, exactement. En fait, il y avait 3 éléments qu'on voulait avoir quand on a mis en place tout ça. C'est premièrement le bar. On est principalement un bar à cocktail. Donc le bar, il voulait vraiment qu'il ait une place centrale. Les luminaires, on a un jeu de lumière qui est assez intéressant, qui rappelle du coup les lucioles avec les petites lumières qui brillent. Et notre vitrine à cognac, qui est juste là. Comme on disait tout à l'heure, on aimait beaucoup le bâtiment et le cachet qu'il a. Donc on a laissé pas mal de murs apparents. Et puis les murs noirs aussi pour rappeler... Voilà, c'est un grand espace, c'est dur de faire en sorte que les grands espaces se remplissent. Vous voyez, les 2 tables, ça fait très vite. Donc le fait que ce soit noir, ça rend le côté un peu intimiste sympa. Et voilà, on essaie de penser à ça, quoi.
Et en face du portail d'entrée, où est la terrasse aujourd'hui, tout à fait en face, on a un autre portail qui fait pendant, avec des fenêtres de chaque côté à la place des portes qui leur font pendant de l'autre côté, et qui donne sur une petite rue, et il y a une passerelle, et vous me disiez que ça communiquait autrefois à l'étage, en tout cas. On imagine bien là les chais, on imagine bien aussi le garage ensuite, et on s'imagine, et on est très bien aujourd'hui ici. La première chose que l'on voit effectivement, et qui est assez massive, c'est le bar, avec des planches découpées, et qui vous font un plan de travail, et en même temps qui donnent à voir aux gens qui rentrent. Et tout de suite, notre œil est attiré par deux choses. Là, ce qu'on appelle une corona lucis, c'est-à-dire une couronne de lumière. C'est ce que vous avez fait avec vos lucioles qui pendent à des hauteurs différentes du plafond et qui donnent cette image un peu de bois avec des lucioles. Et puis, au fond, une très, très, très belle vitrine avec nombre de cognacs. On va peut-être y aller. Oui, bien sûr. Alors, on voulait effectivement une belle collection de cognacs. Aujourd'hui, on a autour de 200 cognacs différents répartis en 80 maisons. Voilà, donc c'est pas la plus grosse collection du monde, mais c'est une collection qui moi me plaît et j'aime bien l'idée de pouvoir dire une ou deux choses sur chaque bouteille plutôt qu'avoir une grosse collection sans savoir vraiment ce qu'il y a dans le mur, quoi. Alors, moi, avant qu'on parle de ces bouteilles, qu'ensuite on passera dans le bar, ça c'est pour donner un peu l'envie de continuer d'écouter l'émission, parce qu'on va parler de cocktails, et vous allez réaliser des cocktails pendant que nous sommes ici. Alors vous, le cognac, c'était pas forcément ce que vous faisiez quand vous étiez à Londres. Comment c'est venu cette idée du cognac? L'idée de rentrer en France et puis d'être dans la région de Cognac. Est-ce que vous avez découvert un produit que vous connaissiez pas forcément? Alors, je connaissais déjà un petit peu. J'ai toujours été un grand fan de spiritueux, donc le cognac que je connaissais évidemment. Mais bon, après, quand on n'est pas ici, quand on n'est pas à Cognac, on peut lire tous les bouquins qu'on veut. On pense qu'on connaît le cognac jusqu'à ce qu'on arrive et on se rend compte qu'on connaît rien du tout. Donc c'était assez cool aussi de pouvoir venir ici et aller visiter toutes ces maisons, aller rencontrer tous ces gens qui font ce qu'est le cognac et apprendre énormément sur cette catégorie. Ouais, c'était vraiment cool. Alors, qu'est-ce qui vous a surpris finalement et que vous ne vous attendiez pas à trouver avec l'idée que vous pouviez vous faire du cognac avant d'être ici? Peut-être l'ampleur des saveurs du cognac. Souvent, on a tendance à penser que le cognac, c'est assez unidimensionnel. Et en fait, dans les cognacs, il y a de tout, quoi. En partant du super léger au super lourd et tout entre les deux. Et c'est vraiment, ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut venir ici pour s'en rendre compte, quoi. Alors, si vous vouliez me décrire un peu peut-être les maisons, on peut pas trop faire de pub, mais enfin, on peut parler. Ici, on n'est pas sur une radio d'État, entre guillemets, donc je sais pas comment dire, mais on a une amitié avec nos auditeurs, nos auditrices, et on peut parler des choses sans forcément faire de la pub à tout crin, mais simplement pour que vous nous fassiez découvrir la panoplie et l'ampleur du pays du cognac. Voilà, il y a plein de choses, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, quoi. Il y a vraiment de tout, quoi, dans le cognac. Si on veut prendre deux exemples bien différents, je pensais à Fanny Fougera, qui fait des cognacs qui sont très légers, vraiment portés sur le fruit, d'une légèreté vraiment, vraiment extraordinaire et une longueur très très bonne. Et à l'opposé de ça, on va avoir Pinturo, les frères Pinturo, qui font des cognacs qui sont assez ronds, assez gras, avec beaucoup de lie. Et ça, c'est deux styles qui sont vraiment très différents. Et qui sont tous les deux très bons, mais avec des préférences différentes. Ça dépend ce qu'on aime, en fait, quoi. Ce que je dis aux gens, vous pouvez pas ne pas aimer le cognac parce qu'il y a des choses pour tout le monde, quoi. Alors on arrive ici, il y a des fauteuils club, un peu c'est très cosy, hein. Vous avez réussi, comme vous le disiez, à faire dans cet endroit un peu brut et plat et vaste, à faire des coins d'intimité, ouais, dans un espace vaste, grâce au siège un peu style anglais, club, etc. Entre club et années 30, on va dire, mais moderne. Et cette belle et grande vitrine, on vient là, on a envie de boire un cognac, on vous demande conseil, vous écoutez ce que l'on souhaite sans doute et vous orientez les gens. C'est l'idée, absolument. Ouais, on a aussi une carte des cognacs pour que les gens puissent la lire et puis voir les prix aussi, mine de rien. Mais j'aime bien l'idée de travailler juste en parlant avec les gens, quoi. C'est quelque chose qu'on fait de moins en moins dans nos vies de tous les jours, et vraiment l'idée de parler, recommander. Travailler dans un bar, c'est comme travailler dans un restaurant, c'est du service, c'est du service aux personnes, quoi. Enfin, les gens viennent ici pour passer un bon moment et ça passe par l'humain, quoi, tout simplement, par la recommandation, par la conversation et tout ça. J'aime bien votre notion du service à la personne. Ouais, ça nous change un peu. C'est ça, quand j'ai dit, je pensais à autre chose, mais j'ai dit aux personnes, j'ai fait attention, mais oui, enfin, l'idée, moi, dans un des premiers restaurants où j'ai travaillé, j'avais un manager qui me disait toujours, on accueille les gens dans son restaurant comme on les accueillerait chez nous, quoi. C'est ça. Et l'idée, c'est de pouvoir leur dire bonjour, comment ça va, asseyez-vous, et vraiment faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise et bienvenus quand ils viennent, quoi. Bien. Bon, alors on va peut-être
passer maintenant de l'autre côté du bar et puis vous allez nous faire découvrir la façon dont vous travaillez. Vous nous avez accueillis, on a pu s'asseoir, vous nous avez entendus, vous nous avez proposé un cognac. Vous parliez de prix, ça aussi évidemment c'est important. Je pense est-ce qu'il y a comment dire, tout le monde peut venir et trouver son bonheur sans se ruiner? Oui, bien sûr, il y a des toutes petites maisons qui font des choses vraiment bien, des XO très sympas avec des rapports qualité-prix vraiment bons. Nous, le premier prix en XO, il est à 6 €. Et c'est un peu l'intérêt d'avoir une collection comme ça. Ah oui, c'est tout à fait abordable. C'est XO, il faut dire aux gens que c'est un peu le nec plus ultra du cognac. C'est ça, c'est la catégorie vieille du cognac, extra old, c'est un minimum de 10 ans dans l'assemblage. Et voilà, c'est l'idée. On a beaucoup de gens qui viennent ici justement pour pouvoir goûter des cognacs différents. J'ai un client là qui travaille dans une tonnellerie, un Québécois qui est là pour quelques mois et il vient 2-3 fois par semaine. Et il prend 1 centilitre de cognac différent à chaque fois, quoi. Et du coup, il aura goûté peut-être 50 cognacs à la fin de son séjour, mais sans se ruiner non plus, quoi. Très bien. Bon, alors maintenant, on va tourner le dos à cette belle vitrine. On traverse la salle, on va jusqu'au comptoir. Vous allez passer derrière le bar. Pour que ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas l'image sur Télé 16, eh bien, combien fait-il de mètres ce bar en longueur? Je sais pas trop, 3 mètres, quelque chose comme ça peut-être, 3-4. D'accord. Je dirais, ouais. Bon, bah, disons qu'il y a 2, 4, 6, 8 personnes derrière le bar. Donc, des sièges confortables, beige, avec un dossier, une assise. Donc, moi, je suis petit, donc je peux mettre mes pieds sur la petite barre. Et de la barre, je suis devant le bar et vous derrière. Vous avez un espace où vous pouvez circuler au moins, vous pouvez vous croiser à 2, ce qui est important. Et il y a tout ce qu'il faut, de la caisse enregistreuse, évidemment, au frigo, en passant par la pompe à bière et la machine à café. C'est important, le café aussi. Et puis, alors vous travaillez comment et comment est-ce que vous composez vos cocktails, puisque c'est ce que vous allez réaliser maintenant avec nous? Alors, moi j'aime bien l'idée de travailler des ingrédients maison. Tout simplement, de la même façon qu'on va dans un restaurant, on ne va pas forcément dans un restaurant pour manger quelque chose qu'on peut faire à la maison. Moi, je vois le bar un peu de la même façon. C'est-à-dire que l'intérêt de venir dans un bar, c'est d'avoir quelque chose qu'on ne peut pas faire soi-même, quoi. En tout cas, pas facilement, quoi. Donc c'est pour ça qu'on utilise pas mal d'ingrédients maison. Par exemple, on a un cocktail où on fait un sirop de camomille maison, on fait un encens avec lequel on fume les verres maison. On a un autre cocktail où on fait un cognac aux noisettes, c'est-à-dire qu'on prend des noisettes, on va les broyer grossièrement, les torréfier à la poêle, et on va recuire le cognac dans un bain-marie. Tous ces petits ingrédients, ces sirops, ces bitters, c'est vraiment ça qui fait la différence dans notre travail. Alors ça prend un temps fou. Vous choisissez vos ingrédients comment? Vous approvisionnez comment? Et est-ce que vous faites ce qu'on appelle évidemment de la mise en place, que ce soit dans un restaurant ou dans un bar? Comment vous travaillez en amont? En fait, on a en général un service en début de semaine où quelqu'un vient et passe un service de je sais pas moi, 5-6 heures, ça dépend ce qu'il y a à faire, où on fait les sirops de la semaine, les sirops, les bitters de la semaine, toutes les preps qu'on a à faire, quoi. Et ça permet de les utiliser à travers la semaine et on refait la même chose la semaine suivante, quoi. Pour ce qui est des choix des ingrédients, on essaie de travailler avec du local le plus possible. Par exemple, on a un cocktail, là, le Honey Fire, qui est fait avec du rhum, par contre celui-là, mais on utilise du miel, on fait caraméliser du miel qui vient du domaine de Garancy, qui a des ruches, qui ont des ruches et qui font un petit peu de miel. Et c'est ce qu'on utilise du coup pour notre cocktail. Il est où le domaine de Garancy? Segonzac, je crois. Oui, c'est ça. Segonzac, au sud de Cognac. Bien, alors, le mieux d'en parler, c'est bien, mais de le faire, c'est encore mieux. Donc, vous pouvez nous décrire un peu ce qu'on a devant nous. On croirait presque que vous êtes un magicien. Je ne vais pas parler de Majax parce que ça nous ferait rire, mais il y a des gobelets qui sont à l'envers sur des petits plastiques antidérapants avec des petites pointes pour que l'eau puisse sans doute s'écouler, je ne sais pas. Et puis, vous avez des touilleurs en métal sur votre droite et puis vous avez des essences un petit peu comme les gouttes de pharmacie qu'on met dans un verre et qu'on doit mélanger avec de l'eau. C'est des bitters. On appelle ça des bitters qui, à l'origine, étaient vendus en pharmacie. Ça permettait d'aider la digestion principalement. Il y avait un peu de tout, mais c'était vendu en pharmacie à l'origine. Ouais. Donc vous êtes un peu comme un préparateur en pharmacie, mais voilà, du plaisir. Alors maintenant, vous allez nous faire un peu la démonstration de comment vous travaillez, Guillaume. Oui, bien sûr. Alors il y a deux façons. Soit on part sur un cocktail où justement il y a pas mal d'ingrédients maison, où on fait des choses qui sont pas facilement réplicables à la maison, ou alors on fait quelque chose qui est super simple et qu'on peut refaire à la maison assez facilement.
J'allais dire les deux, mais les deux. on commence peut-être par le plus simple, parce que si on n'a pas assez de temps d'émission, ça sera mieux pour les gens qui nous écoutent. Alors allez-y, on vous écoute. Ça marche. Alors je vais vous faire un cocktail qui est sur la carte, qui s'appelle le Apple and Pear, qui est en fait un cocktail assez long, rafraîchissant, vraiment un cocktail d'été. Ce que j'aime bien aussi dans le cognac, c'est de montrer qu'on peut faire des cocktails rafraîchissants d'été qui marchent bien. Donc là, on va avoir cognac, crème de pois, jus de pomme, citron et un petit peu d'eau gazeuse. Bien, ben écoutez, allez-y. Alors donc là, Guillaume attrape un tumbler, hein, c'est ça, un verre haut. Et il remplit de glaçons. Hein. On a une colonne de glace à l'intérieur du verre. Ouais, c'est super important quand on fait un cocktail. Plus il y a de glaçons, mieux c'est. On pense souvent que, en fait, plus il y a de glaçons, plus ça met de temps à fondre. Et moins vous aurez d'eau. On pense souvent que c'est l'inverse qui se passe. Mais vous faites le test, vous mettez 2 glaçons. De manière générale, c'est moins froid, ça va fondre plus vite. Vous mettez plus de glaçons, ça va mettre plus de temps à fondre. Souvent, les gens pensent que dans les bars, on fait ça pour pouvoir gratter un petit peu sur la dose d'alcool. Mais nous, on travaille, tout est mesuré. C'est-à-dire que chaque fois qu'on met quelque chose dans un verre, c'est mesuré. Donc qu'il y ait des glaçons ou pas, ça ne changera pas la dose d'alcool. Et au final, nous, nos verres, on les a choisis en fonction des recettes qu'on fait. C'est-à-dire que si on met moins de glaçons, il faudra qu'on mette plus d'eau gazeuse peut-être ou de mixeur pour pouvoir remplir le verre. Et ça sera pas balancé à la fin, quoi. Allez-y, vous avez pris une bouteille derrière vous, c'est quoi? Alors c'est Jean-Luc Pasquet, l'Organique 04. C'est un cognac qui est très sympa pour ce genre de cocktail, parce que comme je disais tout à l'heure, ça c'est un cognac qui est vraiment fait pour être mélangé. C'est un cognac qui est très léger, un cognac d'été, si on veut. Et là, le cocktail qu'on va faire, c'est un cocktail qui est léger. Donc on va pouvoir, c'est un bon cognac pour faire ce cocktail en tout cas. Et c'est un cognac de grande Champagne et qui est bio, hein, parce que quand on dit organique, hein, plutôt en langue anglaise, eh bien c'est bio en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Depuis 96, si je me trompe pas, ils sont en bio. Donc c'est pas d'hier, quoi. Ils font ça depuis très très longtemps et c'est une très belle maison. Allez-y, continuez. Hein. Moi, j'en profite pour dire que la partie bio sur le cognac, eh bien, ça représente 1% de l'ensemble du vignoble. Et là, vous avez mis 2 petites... Alors, on pourrait parler des contenants aussi, hein, puisque c'est des dosages tout à fait différents. Vous aviez une petite taupette, j'allais dire tout à l'heure, que vous avez versée en forme presque de sablier, hein, avec des doses que vous avez versées de cognac organique, comme vous dites, Jean-Luc Pasquet. Puis là, maintenant, vous avez mis une toute petite cuillerée comme... pour faire du café ou encore moins grande que vous avez versé. C'est des cuillères de pâtisserie en fait, quoi. Et donc on va mettre 4 centilitres de cognac au départ, on va mettre 1 centilitre de crème de pois. Ensuite on va pouvoir mettre 2,5 centilitres de jus de pomme. Donc, le jus de pomme il vient de Saint-Laurent de Cognac, le domaine du Calumet. Donc pareil, producteur local quand on peut. Et on va mettre un peu de jus de citron. Le jus de citron frais c'est toujours mieux. Voilà, ça fait déjà un joli mélange un peu teinté, légèrement marron clair, enfin ouais clair. Ouais, c'est ça. Exactement. Beige. Ouais, exactement. Donc là, en fait, quand on fait un cocktail qui est long comme ça, l'idée, c'est d'avoir une balance entre l'acidité et le sucre. Donc en fait, avec le citron et le jus de pomme, et le citron, jus de pomme et le sirop de sucre qu'on va faire. Donc là, après mon jus de pomme, j'ai rajouté 15 ml de jus de citron et 5 ml de sirop de sucre de canne. Donc voilà. Après, il n'y a rien qui est écrit dans la roche, quoi. Chacun fait comme il veut. Mais moi, en essayant, c'est ce que je trouve qui est la meilleure balance pour avoir quelque chose qui marche, quoi. Alors ensuite, un coup de touilleur pour mélanger l'ensemble. C'est ça, exactement. On va commencer la dilution un petit peu. On va faire en sorte que tout se mélange ensemble. L'idée à la fin, c'est d'avoir un cocktail qui soit uniforme, quoi, qui n'est pas tout au fond et puis un peu au-dessus. Donc il faut avoir une bonne machine à glaçons, hein, parce que vous avez beaucoup de glaçons, vous utilisez beaucoup de glaçons. Les glaçons, c'est vraiment l'ingrédient, enfin un gros ingrédient quand on fait des cocktails, quoi. Il en faut énormément et il faut aussi des glaçons de qualité. C'est-à-dire qu'un cocktail qui est shaké, par exemple, c'est 30% d'eau dans le produit final, du fait des glaçons qui vont fondre pendant qu'on le shake. C'est pour ça qu'il faut utiliser des glaçons de bonne qualité, quoi. Nous, on a une machine, forcément, qui filtre l'eau et tout ça pour faire des bons glaçons. De nos jours, il y a aussi en supermarché, on trouve des glaçons plutôt bien, ce qui n'était pas le cas il y a 6-7 ans, mais maintenant, il y a quand même des choses très bien en supermarché, en glaçons, quoi. C'est toujours mieux que les poches qu'on prend directement au robinet, ça, c'est pas terrible, quoi. Oui, puis il faut dire que l'eau du robinet, elle contient aussi de l'eau de Javel, enfin, en tout cas, voilà. Donc, c'est pas toujours bien pour... Et pour le café aussi, on pourrait parler du café, des machines à café.
il faut faire attention à l'eau qu'on met dans le café parce que suivant l'eau, le café n'aura pas le même goût. Je pense que vos cocktails, c'est la même chose. C'est ça, exactement ça. Et en fait, si vous voulez juste regarder un glaçon, comment il est fait, ça se voit. Si vous arrivez à voir à travers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impureté. Quand c'est opaque, c'est-à-dire que c'est des impuretés qui sont dans l'eau, quoi, tout simplement. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose, un glaçon qui soit plein et qui soit transparent, quoi, tout simplement. Très bien. Donc là, le cocktail, il est fait. Il est fini. Il est fini, on va juste rajouter un petit... Alors moi, je suis tout à fait déçu. Je pensais à Tom Cruise, que vous alliez me faire voler en l'air votre tumbler, ou je sais pas le tumbler, votre... Non, il y a deux écoles, en fait, quoi. Il y a, Merci. Soit on travaille sur les saveurs, soit on travaille sur les saveurs, sur le goût, ou soit on travaille sur le chaud. Le bar, il y a un petit peu de représentation aussi, mine de rien, parce que les gens regardent, mais moi, mon truc, c'est vraiment travailler sur les saveurs, quoi. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. On a rarement les deux dans le même bar, ouais. Bon, on l'aura compris, vous mettez l'accent sur la simplicité, le côté chaleureux, l'accueil, l'écoute. Et je suppose que, comme vous avez parlé du cognac pour découvrir les différentes maisons et les différentes saveurs, et puis qu'on se fasse plaisir en même temps, pour la partie cocktail, quand on vient vous voir et qu'on est au bar, vous allez essayer de comprendre ce que peuvent vouloir les gens. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, on demande ce qu'ils aiment. Est-ce qu'ils veulent quelque chose de plutôt long, rafraîchissant? Est-ce que vous voulez quelque chose de plutôt court, on sent l'alcool ou le cognac est vraiment mis en avant? Et on va faire en fonction, hein, tout simplement. Bon, bah écoutez, moi j'ai devant moi ce cocktail rafraîchissant et je vais en goûter un petit peu, bien sûr. Et puis l'émission, elle est terminée, donc ça passait très vite. On a écouté votre histoire, on a vu comment vous travaillez. Maintenant, il nous reste plus qu'à venir vous voir au Luciole, place du Solençon, à Cognac. C'est ça, n'hésitez pas à venir. Pour l'été, on a pas mal de trucs qu'on a préparés plutôt sympas. On a la grande terrasse, on a une 30aine de places. On a un pianiste qui va venir tous les jeudis à partir de juin. On a quelques événements à faire, une soirée Cinco de Mayo, une soirée mexicaine pour s'amuser un petit peu, changer du cognac. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Et vous êtes ouvert quel jour? Alors à partir de juin, on sera ouvert 7 jours sur 7, de 17h à minuit, 1h du matin. Voilà, écoutez, voilà, on a pris le temps de vous entendre, on a tout compris et on sera ravis de venir vous voir. Et puis moi, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission aussi rafraîchissante, j'espère, de la vigne et des hommes.